Et Lams, il a accepté la prémisse qui dit qu'un ensemble est nécessaire si et seulement si tous ces éléments sont nécessaires. Ah non, ça, je suis pas d'accord par contre. S'il a dit ça, je suis vraiment pas d'accord pour le coup, et vraiment gravement pour le coup. Alors pour le coup, toi, t'avais dit face à Jacques Le Fou, il me semble que si j'avais un ensemble, s'il existe au moins un élément contingent qui appartient à un ensemble, alors cet ensemble-là ne peut pas être nécessaire. Non, je l'avais pas dit comme ça, parce que moi j'estime qu'il y a des ensembles dans lesquels tu peux avoir des éléments contingents et que l'ensemble reste nécessaire. La preuve, c'est que ma position de base sur les attributs implique ça en fait, puisque par exemple, l'ensemble essence de l'être nécessaire plus ses attributs qui sont possibles, bah ça c'est un ensemble qui sera nécessaire. Alors ça, le problème c'est que ça contredirait ta définition, ça contredirait la manière dont tu as justifié ta prémisse, à savoir que l'ensemble des contingents était contingent parce que la manière dont tu l'avais justifié, c'était que si un ensemble est défini par ses éléments et qu'en l'occurrence cet ensemble il a une portée métaphysique, alors si je retire un certain élément de l'ensemble, oui, alors c'est précisément si je retire. Alors que justement, dans les cas où moi je dis que tu as un ensemble nécessaire, tu peux pas retirer parce que tu as ce qu'on appellerait une relation de concomitance entre les éléments en fait. Non mais là tu comprends un truc, c'est que là pour le coup t'es pas encore à l'étape de dire que l'ensemble il est nécessaire ou non. Toi ce que tu avais voulu dire c'est que l'ensemble il est contingent précisément parce que en particulier vu qu'il est défini par tes éléments, alors si je retire un de ces éléments, l'ensemble n'existe plus. Mais donc si la contingent, vu que ça je peux l'appliquer pour un ensemble contingent quelconque, en particulier je peux l'appliquer pour un singleton, je peux l'appliquer pour n'importe quoi, et la propriété tiendrait qu'importe les éléments que je rajouterai. Mais si la propriété elle tient pour les éléments que je rajouterai, alors en particulier elle tient pour un élément nécessaire qui appartient à l'ensemble. C'est en contradiction donc avec la justification. Alors attends. Regarde, déjà, moi le truc qui me va pas, c'est quand tu dis si je retire un élément. Je reprends tes termes. Hein. Oui, non mais d'accord. Non mais j'entends bien, c'est le terme que j'ai employé. Mais justement, moi je dis que dans certains cas, tu peux pas affirmer ça. Tu peux pas dire si je retire, parce que quand je dis moi si je retire un élément, j'entends quoi? J'entends si il est possible que cet élément n'existe pas en fait, parce que c'est ça que j'entends quand je le retirais, c'est ça que j'entends. Hein. Ouais. Le truc c'est que justement, il y a des cas d'ensemble dans lesquels tu as un nécessaire qui implique nécessairement un contingent, et dans ce cas-là, tu peux pas retirer le contingent, parce qu'il est impliqué nécessairement par un nécessaire, ce qu'on va appeler un nécessaire par autre que soi. Et dans ce cas-là... Ouais, vas-y. Là, pour le coup, tu confonds deux trucs, parce que ce que tu appelles toi un concomitant, un truc qui est concomitant, là tu parles de la formule. En fait, ce que tu parles, tu dis un truc qui est concomitant, c'est un truc qui vérifie une implication stricte en fait. En logique modale, c'est comme ça qu'on devrait le traiter. Par contre, le terme en lui-même, il n'est pas nécessaire lui. Le terme en lui-même, pour le coup, il est contingent. C'est quoi que t'appelles le terme? C'est quoi que t'appelles le terme? Un terme, c'est un terme au sens formel du terme dans un langage. Non mais genre ici dans ce contexte-là, c'est quoi que t'appelles le terme? Non mais un terme, c'est tel qu'on définit récursivement en théorie des modèles. C'est-à-dire tu prends un terme, une constante d'individu, c'est un terme, une variable, c'est un terme. Des termes mais là ici c'est contingent le terme, le contingent pris en compte. Oui, mais justement, là je parle d'un objet en particulier que t'appelles toi un concomitant. Un concomitant, c'est un truc qui doit vérifier une formule d'une implication sous la forme d'une implication stricte. Il est nécessaire que si j'ai une certaine formule phi, alors j'ai une formule psi. C'est ça que tu dis. Par contre, le truc c'est que le concomitant, lui par définition, il est inclus dans l'ensemble des trucs qui sont possibles, des trucs qui sont contingents. Ouais. On est d'accord là-dessus. Bah alors, dans ce cas-là, ce que je dis moi, c'est que si ce truc-là, en droit dans l'ensemble, si la règle c'est pour tout terme contingent dans un ensemble, si je retire ce terme, alors l'ensemble disparaît. Puisque mon concomitant, il demeure. Non, la règle c'est pas ça. C'est pas pour tout terme contingent dans un ensemble. Si je retire l'élément, attends, répète juste avant un peu. Ouais. Peut-être que j'ai mal entendu. Si la règle c'est, ça manque de clarté en fait. Si la règle c'est pour tout terme contingent, si ce terme est retiré d'un ensemble, quoi que ça veut dire, alors cet ensemble-là disparaît, quoi que ça veut dire, au niveau ontologique. Si la règle c'est ça, puisque le concomitant c'est un contingent, j'ai le droit d'appliquer cette règle aussi. Donc, toi, tu dis, ok, si pour tout contingent de telle sorte, alors, tu prends le concomitant et tu dis, si je dis que quand je retire un contingent d'un ensemble, alors ça implique que, ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais alors, en fait, je veux dire, il y a un truc plus général que par contre vous précisez, c'est qu'en fait, vous, votre modalité, en fait, elle rejette un des principes fondamentaux de la logique modale contemporaine par le système K, parce que vous rejetez manifestement la distributivité. C'est-à-dire que manifestement, j'ai pas, si il est nécessaire que phi implique psi, alors vous dites pas qu'on a phi, enfin il est nécessaire que phi implique il est nécessaire que psi. Manifestement, vous n'avez pas un truc comme ça, vous autres. Attends, quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? Vous avez une règle de distributivité en logique modale, enfin pas vous, hein, dans le système K, qui dit que pour deux propositions, si on a une implication stricte entre les deux, alors on peut distribuer l'opérateur de nécessité de sorte à avoir, pour une implication phi implique psi, on aurait du coup il est nécessaire que phi implique il est nécessaire que psi. Si vous dites un truc comme ça, les termes phi et psi qu'on a en question ici sont considérés comme étant des nécessaires. Donc sont nécessaires.
Mais manifestement, c'est pas ce que tu dis, parce que psi, en l'occurrence ici, la formule. Non, mais c'est juste que nous, on a une distinction. En fait, nous, il y a le terme nécessaire. Pas distributivité. Non, mais regarde, simplement, nous, on a une distinction entre la nécessité en soi et la nécessité par autre chose. Je pense que tu connais. En fait, on va dire que c'était quoi ton truc? C'était si nécessairement phi implique nécessairement phi, c'est ça? Psi? Je sais plus ce que t'avais dit. Alors, moi, ce que je disais simplement, c'est que on a une règle qui dit par distributivité que s'il est nécessaire, entre parenthèses, phi implique psi, alors on a il est nécessaire que phi implique qu'il est nécessaire que psi. S'il est nécessaire que psi, alors phi il est nécessaire que psi. Ouais. Mais alors, nous, on aura cette règle, mais pour la nécessité en tant que général, pas pour la nécessité en soi. On aura cette règle pour la nécessité générale. Alors, tu peux pas définir ton concomitant comme ça, alors, parce que ton concomitant, toi, tu veux quand même qu'il soit contingent. Tu veux qu'il soit possible. En l'occurrence, en traduit en logique modale, on aurait diamant psi, en gros. Mais le problème, c'est que là, si, admettons que j'ai une preuve de il est nécessaire que phi, et que j'arrive à la conclusion il est nécessaire que psi, par élimination de l'implication, j'obtiens il est nécessaire que psi. Or, toi, tu veux pas ça. Tu veux il est possible que psi. Enfin, il est contingent que psi. Ça, c'est pas du tout la définition. Alors, ok, c'est quoi ta définition de contingent, déjà? On va revenir là-bas, peut-être. En l'occurrence, qui existe dans des mondes possibles. Mais, enfin, qui existe dans au moins un monde possible. Ouais, mais alors, ok, c'est quoi un monde possible? On va refaire le... Mais en fait, ça, ça a déjà été répondu. C'est juste un putain de modèle de crypti muni d'une relation d'accessibilité. Non, mais en fait, si tu veux, tu peux les considérer comme des nécessaires ici. C'est juste que nous, on va dire que c'est des contingents, on va appeler ça des possibles en soi, parce que on va considérer que quand tu considères uniquement leur essence, il n'y a pas d'implication d'existence en fait. C'est juste ça en fait qu'on est en train de dire. Oui, mais non, parce qu'encore une fois. Non, mais alors non, justement. En fait, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que pas être un modèle de crypti par définition. Quoi? Bah, un monde possible, ça ne peut pas être un modèle de crypti, puisqu'un modèle de crypti comprend si. un ensemble de mondes possibles. Non, mais pour le coup, ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Non, mais ton modèle de crypti, en l'occurrence, il va prendre un ensemble de mondes possibles muni une relation d'accessibilité, mais je veux dire par là que le monde possible va se comporter suivant les règles d'un modèle de crypti. Ah, ok. Ça, effectivement, pour précision, ouais, pardon. Mais juste par contre, là, moi, tout ce que je te disais, c'est que la règle de distributivité pour le nécessaire, l'axiome K, c'est un truc qui te dit que voilà, si j'ai une certaine preuve de il est nécessaire que phi, alors j'en déduis, il y a une preuve qu'il est nécessaire que psi. Sous l'assumption, enfin sous l'hypothèse que j'ai, il est nécessaire que, entre parenthèses, phi implique psi. On distribue l'opérateur de modalité. Si on a une preuve qu'il est nécessaire que psi, en fait ce qu'on dit c'est que psi est vérifié dans tous les mondes possibles. Ça veut dire qu'il n'existe aucun monde tel que psi n'est pas vérifié dans ce monde-là. D'accord, mais on n'a pas de problème avec ça. Enfin, je veux dire, on peut très bien dire nous, que ce qu'on va appeler des possibles en soi, alors là, il y aura la relation de concomitance, comme je t'ai dit. On peut très bien dire que ils sont nécessaires en ce sens qu'ils existent dans tous les mondes possibles, qu'ils sont dans tous les mondes possibles. Simplement, on va maintenir qu'ils sont des possibles en soi pour d'autres raisons. C'est-à-dire que c'est juste pas, ça va pas être la même définition, mais non, par exemple, pour le cas des attributs, très cas classique. Les attributs, ça va être, on va dire que c'est des possibles en soi. Mais les attributs sont nécessaires par autre que soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas que tu m'as cité là, qui sont impliqués par un autre nécessaire, dans le cas que tu m'as cité, on va dire que les attributs existent dans tous les mondes possibles. Donc ils seront nécessaires au sens de ta définition. Donc on acceptera sans aucun problème que les attributs sont nécessaires au sens de ta définition, c'est-à-dire ils existent dans tous les mondes possibles. Alors pour le coup, si tu me dis ce que tu as dit c'est, alors dans ce cas-là, ça veut dire que votre modalité à vous, c'est un modèle qui est plus faible que les modèles modaux contemporains. Alors je sais pas ce que t'entends par faible, mais si tu veux, oui, enfin. Vous avez un pouvoir déductif qui est plus faible. En fait, parce qu'en particulier, vous pouvez pas déduire les axiomes K et compagnie à partir des seules règles que vous avez données. Du coup, le truc, c'est que n'importe quel, à vrai dire, système de logique modale, que ce soit K, D, S4, S5, vous pouvez pas. Mais alors du coup, tu me dis en gros qu'on peut avoir un cas où un nécessaire au sens de logique contemporaine peut être considéré comme étant ce que tu appelles toi impossible, et le possible, c'est ce qui, comme tu le dis, accepte l'existence comme une existence. Ok. Ouais. Bon, il y a deux trucs qui s'imposent ici. Premièrement, l'existence. Tu le définis par l'introduction d'un quantificateur exactement comme on le fait en logique en l'occurrence modale. Non. Ah. Non. D'accord. C'est un prédicat. Ouais. C'est un prédicat qui vérifie quelle théorie? Je sais pas ce que t'entends quand tu dis vérifie quelle théorie. Il faut que tu me précises. Une théorie, c'est un ensemble d'énoncés. C'est un ensemble d'énoncés. J'avais défini ça hier dans le live avec. Ok, donc c'est un ensemble d'énoncés, mais quand tu me demandes quelle théorie, tu veux que je te cite quoi exactement? Tu t'attendras à ce que je te cite quoi? Ce que j'attends à ce que tu me cites, c'est quelles sont les conditions pour qu'on puisse qualifier qu'un certain objet satisfait ce prédicat. C'est-à-dire comment je veux interpréter une formule qui me dit qu'un certain objet existe. Qu'est-ce que cet objet doit vérifier comme formule pour satisfaire ce prédicat et pas satisfaire sa négation?
Alors, peut-être que je comprends pas bien la question. Tu me demandes quelles conditions doit vérifier l'objet, si je comprends bien, pour que je puisse dire qu'il a effectivement le prédicat d'existence. Formellement, ouais. Voilà, attends. Parce que tant que j'ai pas un truc comme ça, si moi je veux considérer une preuve formelle, en l'occurrence c'est ce que je disais à l'âme autrefois, si je veux considérer une preuve formelle et que je n'ai pas de définition claire de ce prédicat-là, je peux l'ignorer parce que je ne sais pas ce que vérifient les objets. Alors, quand tu demandes une condition, pour que je puisse prédiquer l'existence, tu demandes une condition pour que l'application du prédicat d'existence à cet objet soit vraie ou bien soit connue de moi. Soit vrai au sens, mais juste, il n'y a pas besoin d'aller là-dedans, juste soit vrai au sens qu'on puisse on puisse le mettre dans une relation de conséquence logique et trouver un certain modèle qui vérifie cette théorie. C'est juste alors, donne-moi un exemple de condition pour que je puisse comprendre où tu veux en venir exactement. Si je te prends par exemple, t'en as forcément, en fait, pour le coup, ça va être plus simple, parce que toi, tu as fait prépa scientifique. T'en as forcément fait. Quand, par exemple, vous avez travaillé sur la théorie des groupes, vous avez observé un certain nombre d'énoncés qui permettaient de discriminer des trucs qui sont des groupes et pas des groupes. Bon, en fait, c'est complètement ça qu'on demande. En fait, ce que tu as étudié en théorie des groupes, ça s'appelle des théories. Des théories, c'est des ensembles clos par dérivation de tout un tas d'axiomes. Après, on étudie ses propriétés, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Ça, c'est absolument nécessaire quand tu veux introduire des prédicats, que ce soit en mathématiques, mais même en philo maintenant. Pour le coup, la recherche fait ça maintenant. Tu vas te dire, j'introduis un certain prédicat syntaxique et moi, je veux essayer de lui donner une certaine interprétation dans le langage. Exactement comme vous faisiez en logique du premier ordre quand vous étiez en prépa. Ok. Du coup, pour pouvoir vérifier. Tu dis que quand on faisait de la logique en prépa, donc le premier cours qu'on a là, tu dis qu'on avait ça toi déjà, c'est ça? Non, vous avez pas vu ça, mais je veux dire, quand vous raisonniez par exemple sur les groupes, parce que c'est l'exemple le plus canonique, vos énoncés étaient au premier ordre. Bon. Ouais. Vos énoncés ils étaient au premier ordre, et en fait l'idée c'est que pour vérifier, donc après on étudie les caractéristiques de toutes les théories qu'on a, mais vous dites si j'ai telle prémisse qui me permet d'arriver, enfin tel axiome qui me permet d'arriver à une certaine conclusion pour un certain x donné, alors j'ai le droit de dire que ma formule qui introduit le x, qui a pour x comme argument, il est conséquence logique de mes axiomes. C'est juste ça que je demande, appliqué ici sur un prédicat d'existence. Tant que j'ai pas ça, je sais pas ce que tu signifies par tant que j'ai pas ça, je sais pas ce que tu veux dire par un truc qui peut avoir l'existence comme ne pas avoir l'existence. Alors quand tu dis tu sais pas ce que je signifie, tu comprends pas le prédicat, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Je sais pas si déjà il a un modèle, je sais pas s'il est cohérent, je sais pas comment discriminer. Mais alors pour comprendre un prédicat, t'as besoin que j'énonce des conditions d'application du prédicat, c'est ça? Des conditions d'application qui permettent, si tu veux, en fait exactement comme ce que tu as fait en théorie des groupes, la même chose. En gros, voilà. Mais alors ça veut dire que tu pars du principe que l'application du prédicat d'existence découle d'un processus inférentiel? Pour le coup, je suppose que vous avez des moyens qui me permettent de déterminer si un certain objet existe ou n'existe pas. Ah, mais alors justement, quand tu me dis des moyens qu'on a pour déterminer, là tu t'es dans l'épistémologie, tu veux savoir comment moi je fonctionne pour dire qu'un truc existe, c'est ça? Si tu veux le traiter comme ça, oui, mais je veux dire que dans sa présentation, pour avoir une preuve formelle correcte, il faudrait avoir une théorie, quoi. Attends, monsieur, je vais te poser une petite question. Tant que quelque chose qui est nécessaire, est-ce que il est nécessairement existe dehors comment... Alors déjà, peut-être que tu pourras revenir quand tu auras appris à parler français correctement, ensuite on pourra parler, tu viens de couper une conversation sans aucune raison intelligente, on pourrait dire. Donc, repars d'où tu viens. Merci. Est-ce que tu peux être un peu gentil, parce que là, c'est mon ami et... C'est bien. C'est très bien. Je n'ai pas demandé. D'accord. Du coup, si on devait avoir une certaine théorie pour savoir quand est-ce qu'un truc existe ou pas, si tu me réponds que c'est un truc qui est intuitif, bon, ça barre la route à tout... comment dirais-je ? Ça barre la route à tout schéma de preuve. Enfin, au sens que là, la réponse que tu m'avais apportée vis-à-vis de la critique de la réponse, enfin, du moins du fait que dans ce cas-là, si tu dis que un ensemble qui contient des éléments contingents, c'est un ensemble qui ne peut pas exister. Tu avais opposé en gros qu'on pouvait admettre que tout ce qu'il y avait dans cet ensemble-là pouvait être considéré comme finalement sous-ensemble nécessaire tel que défini dans la sémantique de Kripke. Et tu avais argué en disant que ça, c'est monnayant le fait que dans ma théorie, je rajoute un truc qui s'appelle un axiome sur
ça concerne uniquement les objets qui existent. Si tu me dis qu'on n'a rien pour définir ces objets qui existent, formellement, Alors attends, j'ai pas compris. je sais pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui concerne uniquement les objets qui existent? Comment? Qu'est-ce qui concerne uniquement les objets qui existent? De quoi tu parles exactement là? Peut-être que... Je disais, ce qui concerne uniquement les objets qui existent, c'est le fait que, en prenant le cas d'un ensemble qui serait contingent, pas un ensemble qui contiendrait des contingents mais qui serait nécessaire, ce cas-là ne peut être déclaré que si on a, d'une part, que tous les éléments de l'ensemble sont des formules qui vérifient l'implication stricte, et d'autre part, que ce sont des objets qui peuvent être qualifiés d'existants, ce que tu avais dit. D'accord, ouais. Bon, si ça c'est l'axiome que tu rajoutes, l'implication stricte, je vois ce que c'est, pas de souci, c'est axiomatisable. Par contre, si j'ai pas de truc pour définir le prédicat d'existence, cet axiome-là, je sais pas ce qu'il signifie. Donc cet axiome-là, je suis en droit de ne pas le prendre en compte d'un point de vue strictement épistémologique. Je sais pas ce qu'il veut dire, je peux pas faire des raisonnements avec. Donc moi, ce que j'observerais, c'est que... Quand tu dis tu sais pas ce qu'il dit, tu connais pas son intention, tu veux dire? Je sais juste pas quels sont les axiomes qui permettent de dire qu'un certain objet... Non, parce que, en fait, ce qu'on va dire sur l'existence, c'est que, justement, c'est un concept qu'on va qualifier de primordial, et que, du coup, tu peux pas le resubdiviser en, tu vas pas pouvoir le resubdiviser en disant en un ensemble de prédicats. Tu vas pas pouvoir décrire l'existence en tant que telle. Tu vas pouvoir faire des catégories liées à l'existence, des subdivisions, mais tu vas pas pouvoir compartimenter le concept. Le problème, c'est que dans ce cas-là, ce que tu me dis, c'est que c'est en l'occurrence un truc qui n'est pas axiomatisable. Alors ça existe, hein, des classes... Alors t'entends quoi quand tu dis pas axiomatisable, justement? Ce qu'on veut dire un truc qui est axiomatisable, ça veut simplement dire que si on a un certain ensemble qui est axiomatisable, ça veut dire que, de manière informelle, on peut le décrire par un certain nombre fini ou infini d'axiomes. C'est juste ça que ça dit. Mais le X, c'est que c'est précisément pour cette difficulté-là que maintenant on utilise la quantification existentielle. C'est juste pour ça. On le définit syntaxiquement, non pas avec une sémantique qui permet de lui donner un sens dans un modèle. On se contente simplement de dire, c'est une règle d'inférence, en l'occurrence une règle d'introduction et une règle d'élimination. Voilà, donc j'ai un certain objet qui vérifie un prédicat X. Alors j'ai une preuve Pi qui me permet d'arriver à la conclusion qu'un objet vérifie P, par exemple. Boum, j'ai le droit d'introduire, il existe un A qui vérifie P de A. Introduction. La négation, l'élimination, je pense que tu la connais aussi. Je sais pas si vous avez vu ça en fait, pour le coup. Avec d'inférence. Dis-moi. C'est l'élimination, ça consiste juste à dire j'ai une formule gamma union, il existe un x tel que p de x qui me vérifie une certaine formule psi par exemple. J'ai ensuite un autre ensemble delta qui me vérifie psi, alors j'ai le droit d'inférer psi. La règle d'élimination c'est ça. Mais en fait, nous on fait des trucs beaucoup plus... Non, tu connais pas. Non. Donc, on fait ensemble logique vraiment rudimentaire, règle sur l'implication, équivalence, conditions de fin, on fait des trucs assez élémentaires. En gros, d'un point de vue de la théorie de la démonstration en logique naturelle, alors déduction naturelle minimale, c'est comme ça qu'on le formalise. Mais en fait, si tu lis les commentaires de ceux qui l'ont formalisé, genre Frege, Russell et Co, en fait, la vibe, c'est précisément, si on n'a rien pour définir ce que c'est que l'existence, tout débat métaphysique, toute discussion métaphysique, elle est vouée à l'échec parce que, in fine, qu'est-ce qu'on a? On a un truc arbitraire sur ce que c'est que l'existence. Et il n'est pas évident que des individus aient la même intuition dessus. Mais ça, oui, ok, je comprends. C'est de dire, voilà, il se peut qu'on n'ait pas la même intuition sur l'existence. D'accord, mais enfin, je veux dire, mais ça nous, on capitalise sur le fait que les gens ont quand même une intuition relativement commune sur l'existence. Alors mais le problème, c'est que tu es sujet à toutes les expériences de pensée qui sont métaphysiquement possibles, des trucs parfaitement concevables, dans lesquels les gens ont des raisonnements tout à fait opposés à celui-là. Par exemple, moi, tu vois, dans ce que j'essaie de développer métaphysiquement, des objets comme par exemple des fantômes qui apparaîtraient à des individus, ce sont des objets qui peuvent être qualifiés d'existants concrètement. J'ai de très bons arguments pour le justifier. Par contre, effectivement, ça choque l'intuition commune. Mais si je considère un monde dans lequel tous les gens ont cette espèce d'intuition-là, ou ont des trucs un peu loufoques en tête, s'ils tiennent le même raisonnement que toi, comment est-ce que je discrimine celui qui a raison, celui qui a tort? On est confronté à un problème insoluble. Ouais, mais je veux dire, en rajoutant des conditions d'application du prédicat d'existence, tu t'exposes juste au fait de devoir interpréter. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas besoin de ça. Mais en fait, là. Alors, je sais, oui, parce que toi, tu n'utilises pas l'existence en tant que prédicat, mais, je veux dire, à supposer, prends un autre prédicat si tu veux, si vraiment celui d'existence te convient pas.
Mais Ça serait quoi? Parce que t'as dit, ouais, faut que ce soit... je sais pas, donne-moi un truc que tu considères comme un prédicat. Ah, par je sais exemple. pas, mais moi, pour le coup, moi, ce que je te dis, c'est que moi, là-bas, j'étais juste sur la critique de la réponse que tu avais apportée à Jack le Fou. Je comprends ce que tu veux faire, c'est-à-dire que tu prends une modalité qui, donc maintenant, je comprends mieux, est plus faible que ce qu'on a en logique modale contemporaine. Ok, pas de souci là-dessus. Après tout, je pense même d'ailleurs que ça, donc dans ce cas-là, ça peut être axiomatisable. Mais le truc, c'est que tu rajoutes un truc en plus pour pouvoir maintenir ta critique, qui est défini d'un point de vue strictement sémantique, pas syntaxique, comme l'opérateur de modalité, l'opérateur le quantificateur. Mhm. Et vu que t'as pas de théorie pour me dire quels sont les objets qui vérifient ce genre de truc, voilà, tant que j'ai pas ça, c'est un axiome qui est vide. Je sais pas ce qu'il vérifie. C'est ça. Moi, j'étais là-dessus à la base. Donc, si tu veux un autre prédicat, pourquoi pas. Mais après, je termine promis. C'est la dernière phrase. Vas-y. Je vais juste remarquer que là, le raisonnement que j'ai fait vis-à-vis du quantificateur existentiel, enfin du moins les raisons historiques de pourquoi on a fait du quantificateur existentiel non pas un prédicat interprété dans des modèles, mais un truc dans les règles d'inférence au niveau de la syntaxe, c'est la même chose pour tous les trucs un peu rudimentaires comme le et, le ou, le non, enfin tous les opérateurs que booléens en fait. C'est la même vibe. On définit ça de manière... Alors attends, tu voudrais que, parce que dans le cas le et, le ou, etc., tu voudrais que je te les définisse comme une application qui part de je sais pas moi ça c'est si t'en ou fais d'un couple dans le cas de ou d'un couple de valeurs de vérité qui renvoie un couple. Alors, moi, je demande pas ça. Moi je disais juste que d'un point de vue de la théorie de la démonstration, lorsqu'on a décidé de faire de ces trucs-là, genre l'existence, le ou, le et, des règles d'inférence, quand on utilise ça pour définir ça, quand on a fait des règles d'inférence, c'est juste pour avoir des règles qui soient claires, applicables, et qui soient pas tributaires de la critique que j'ai faite juste avant. C'est juste ça. Donc du coup, quel serait le prédicat que tu vas rajouter pour maintenir ta critique que tu avais faite face à Jack le Fou et éviter de dire qu'un ensemble qui n'est constitué que de nécessaire est nécessaire lui-même? D'accord. Alors, je reviens sur le point que tu as dit, un des points que tu as dit. Je t'en prie, ouais. Quand tu veux des conditions d'application du prédicat, c'est sur ça que j'étais resté. Est-ce que les conditions d'application que tu demandes, parce que tout à l'heure on avait parlé vite fait d'épistémologie, est-ce que ça pourrait être par exemple, je peux appliquer le prédicat d'existence si, je sais pas moi, j'observe l'existence ou si, je sais pas moi, je peux la dériver par un raisonnement, enfin je sais pas, peu importe. Tu peux le définir de manière récursive. Mais en fait, littéralement, je te dis, hein, c'est le même principe que ce que vous avez fait quand vous avez étudié les axiomes sur les groupes et compagnie. C'est vraiment... Une seconde. T'en prie. C'est la même chose. Par contre, putain, faut que j'avance parce qu'il est déjà 21h30 pour ça. Non, de toute façon, je vais faire du blanc, pardon. J'ai des de théorie des ensembles demain. Il va falloir que je sois là. Bon, va trop poser, Fantasy. Non, mais ça va, en vrai, ça va parce que. Enfin, c'est des faux DS. En vrai, il y a une part de faux DS. Je vous expliquerai après, mais en vrai, ça va. En plus, là, c'est sur les ordinaux et c'est sur l'axiome de fondation. Ça, bon. Mais alors, d'ailleurs, au passage, en parlant de l'axiome de fondation, il faudra que je fasse un reproche sur un truc, bref, parce qu'au niveau de la preuve, pour le coup, qui est simple, mais ça me surprend que personne n'avait fait. C'est pas un truc formel, là. On peut admettre que la preuve est bonne, mais pas de problème. Vas-y. Mais du coup, juste pour rester là-dessus. Moi, la critique que j'avais à faire initialement, c'est que, donc, pour la clarifier vraiment jusqu'au bout, Vas-y. c'est que quand à Jack le Fou, t'avais dit, donc voilà, le fait que pour justifier que l'ensemble était contingent, c'est que si un ensemble est contingent, tel que toi tu l'as présenté, il y a une ramification, j'ai compris, mais il faut la préciser du coup. Mais de manière générale, c'était si un ensemble contient des éléments contingents, alors dans ce cas-là, on peut en droit les supprimer. Et si on ne peut pas en droit les supprimer, l'ensemble il peut donc ne pas exister. Ce qui implique donc que l'ensemble lui-même est contingent puisqu'il vérifie cette condition-là. C'est ce que tu avais donné comme truc. Ouais. Et donc ça, si on a que la négation d'un truc qui est contingent, c'est un truc qui est nécessaire. Je suis pas trop d'accord, mais vas-y, parce qu'il y a les impossibles aussi. Mais ok. Alors, là, pour le coup, c'est un peu le souci, c'est que là, t'es un peu confronté. Un modèle trivalent. Mais en fait, si je me retiens à un traitement qui est, De toute façon, j'ai compris ce que tu voulais dire. T'inquiète pas, c'est pas grave. Ouais. Si t'as ça, ça reviendrait à dire, si je applique la négation classique, en tout cas, que j'aurais un ensemble qui, du coup, si les éléments d'un ensemble sont tous nécessaires, l'ensemble lui-même deviendrait nécessaire. Les deux sont équivalents. Mais T'as 2 secondes. vas-y, ton cul.
T'as 84 personnes, bah dis donc, Apocryphe, tu seras célèbre. Et vraiment, c'est le seul live qui buzz depuis le début, oui, là, il y a- Il y a vraiment. C'est Les gars, bizarre il y a parce vraiment. que... Ouais, Vas-y, non, vas-y, Fantasy. Ouais, excuse-moi. ouais, bah, mais alors, du coup, moi, j'en tenais à là. Et du coup, c'est ce que j'avais répondu à Lams en lui disant que si on accepte un tel truc et que vu qu'on est dans ZF, j'ai l'axiome de l'union, j'ai l'axiome de remplacement, de schéma d'axiome de compréhension, Mhm. restreint. Du coup, j'ai l'axiome de la paire. Et que du coup, forcément, je peux construire mes singletons. Mais si je peux construire mes singletons, en appliquant simplement une itération, enfin, un simple raisonnement par récurrent, j'obtiendrai une infinité d'êtres nécessaires. Lams m'avait rétorqué des trucs un peu osef sur ce sujet-là. En disant oui, en fait, c'est des trucs qui n'existent pas vraiment et compagnie, et on retombait dans le même problème, à savoir, bah tiens, c'est quoi ce truc qui existe? Et on observait que, bah, il accepte un certain set de prémices, en l'occurrence, les axiomes de ZF, pour dériver une conclusion phi, et lorsque j'utilise le même raisonnement pour avec... En fait, je suis pas d'accord avec Lams. Parce que Ouais, le truc, c'est pas le fait qu'ils existent ou pas. Ça, c'est pas ça le problème. C'est le fait qu'ils soient pas considérés. En fait, parce que nous, on s'en fiche qu'il y a plusieurs nécessaires qui existent en réalité. On s'en fout. Il y a, par exemple, il y a une position chez nous qui dit que tous les attributs sont nécessaires, ils sont tous distincts, il y en a une infinité. Donc en vrai, on s'en fiche un petit peu de ça. C'est ce qui compte pour nous, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un sujet nécessaire. Alors oui, là, il faudrait définir c'est quoi un sujet, mais pour nous, c'est l'unicité du sujet nécessaire, pas des nécessaires. Des nécessaires, on s'en fout, on peut en faire autant qu'on veut. C'est pas la question. C'est vraiment, il faudrait qu'il y ait une autre propriété qui se rajoute, c'est le fait d'être sujet. Alors effectivement, ça pose la question de la définir, mais en soi, le fait de dire qu'il y a plusieurs existants nécessaires de ce point de vue-là, on pourrait l'accepter, même si tu dis qu'il y en a une infinité. Alors ouais, dans la version faible de l'argument que j'avais donné, c'est une version très très faible et beaucoup moins sophistiquée, parce que bah, c'est quoi, c'est juste, enfin, à la limite, c'est une récursion ordinale en fait, c'est une récursion ordinale wish aux F quoi. Mais pour le coup, dans la version de Maxima, l'idée c'était, on prend l'union nécessaire contingent. Si j'applique l'argument que tu avais donné, on a que cet ensemble, il doit être contingent au sens de la théorie des modalités contemporaines. C'est ça. Il doit être contingent. Par conséquent, il doit avoir une cause. Or, puisqu'on a admis que la cause, elle peut pas venir de l'ensemble parce que on fait le même raisonnement au début. C'est-à-dire que l'étape de base, c'est, on a un ensemble de contingents. Enfin, tout est contingent dedans. Il faut que la cause, elle ne provienne pas de l'ensemble, qu'elle vienne d'ailleurs. Ouais. Bon. En itérant le même raisonnement pour l'ensemble en question ici, donc C union N, bah, du coup, j'aurai une cause qui est pas dans cet ensemble-là. Sauf que ça, comme implication, ça a deux trucs. On a deux cas possibles. Soit d'une part, l'ensemble en question, enfin l'élément qui est la cause, il n'est soit ni nécessaire ni contingent, soit on applique l'axiome 1 qui dit que tout est soit nécessaire, soit contingent, soit impossible, mais en l'occurrence, soit nécessaire, soit contingent. Auquel cas, on aurait qu'il est nécessaire. Par conséquent, j'aurais d'autres nécessaires, etc. Sauf que ce nécessaire-là, il cause quelque chose. Il a pour propriété de causer un truc, puisque c'est précisément le résultat d'une certaine fonction causale. Ouais, il cause quoi ici l'ensemble, pour toi? C'est union N. Et c'est quoi l'ensemble? L'ensemble, donc contingent, union nécessaire. Non mais, l'ensemble cause quoi? De quoi? Tu m'as dit le nécessaire cause quelque chose. Ouais, Et alors. il cause l'ensemble C union N, on est d'accord. Oui, c'est ça qui cause. Et donc ça veut dire que c'est le nécessaire qui cause l'ensemble C union N. Oui, sauf que non mais du coup ce nécessaire-là, ok, on reprend. Il est inclus dans C union N. Non, justement, j'en fais l'argument. Ok, alors vas-y. On va noter alpha 1, en l'occurrence là, celui qui a été prouvé dans la première étape de l'argument. Ok. Donc on forme par l'action de l'union, on peut former du coup donc alpha 1, union, contingent. Bon. Ok. Contingent égale l'ensemble des contingents. Du coup. Oui, c'est ça. Ok. On doit avoir ici une autre cause. On doit avoir ici. Moi, je serais pas d'accord sur ça, parce que pour moi, C union alpha 1, c'est un nécessaire. Ok, donc c'était exactement ça. En fait, voilà, on va revenir là-dessus. La critique qu'avait donnée Maxime A, c'était en gros de dire que si on dit que là il est nécessaire, dans ce cas-là, il faut un axiome en plus de ce qui avait été présenté, parce que dans la première étape du raisonnement, l'ensemble qui est contingent, il est précisément contingent. Donc en fait, ça revient à la critique initiale qui avait été faite, genre sur le fait qu'il faut rajouter une prémisse en plus, et du coup, qui manque de définition. Alors, c'est quoi la prémisse que tu as rajoutée du coup? La prémisse qu'il faut rajouter, c'est que c'est que si un ensemble contient un nécessaire, alors dans ce cas-là, comment on pourrait formuler correctement? Si un ensemble est nécessaire, si un ensemble contient un élément nécessaire, alors pour toute fonction causale, l'image de cette fonction causale, c'est l'élément nécessaire.
C'est ça qu'on devrait dire. Alors l'image, la fonction causale, elle associe un effet à sa cause, c'est ça? Ouais. Ok. C'est ça qu'il faudrait Euh, rajouter. Mais alors, à justifier, ça serait chaud. Et surtout, ça serait en contradiction avec la justification que tu avais apportée au tout au début. Enfin, du coup, on va pas faire le débat, enfin, ça sert à rien. Sur le fait qu'il faudrait, du coup, justifier autrement le fait que l'ensemble soit contingent. Enfin, que l'ensemble des contingents soit contingent, du coup. Mais, De toute façon, on peut le justifier par le simple fait qu'on a supposé qu'il n'y avait pas de nécessaire, en fait. euh, Si on a supposé qu'il n'y a pas de nécessaire et qu'il est impossible, bon, si tu mets de côté la catégorie impossible, l'ensemble il est forcément contingent. Sinon, t'as contredit l'hypothèse de départ. alors, justement, j'allais y venir là-dessus. Parce que, Vas-y. pour le coup, vous avez... Alors, en fait, l'argument... Alors, ça, pour le coup, ok, parce qu'au début, on se demandait à quoi servait... Parce que c'est pas une réduction à l'absurde, ce que vous faites. C'est-à-dire que théoriquement, c'est une preuve par application directe. C'est pas du tout une réduction par l'absurde. Tu peux la former, non, tu peux la mettre en réduction ad absurdum, parce qu'à la fin, t'as, si tu suis le schéma de preuve, à la fin, t'as, Mhm. bah justement, il y a pas de, il y a une cause qui n'est ni nécessaire ni contingente, et ça contredit un axiome qu'on a posé autre part, quoi. En fait, non, parce que vraiment, le Mhm. schéma d'une réduction à l'absurde, en théorie de la démonstration contemporaine, c'est un truc de la forme de gamma union non phi, je déduis l'absurde. Et du coup, de gamma, de gamma, j'ai le droit d'en inférer phi. En fait, la preuve que vous donnez, elle est plus faible parce qu'elle ne présuppose pas d'avoir des doubles négations. Mais alors, en fait, si vous n'avez pas de double négation, vous pouvez pas faire une réduction à l'absurde. Les deux sont équivalents. Enfin, les deux sont équivalents. Mais qu'est-ce qui te dit qu'on n'a pas de double négation? Là, je vais Tu veux dire, dire, quand tu dis double négation, tu veux dire stabilité par négation, ça? oui, c'est ça, c'est non non phi est égal à Ok, phi. ok. En fait, Ok, ouais. vous avez pas ça, vous avez pas besoin de ça dans la preuve. En fait, donc elle est plus faible qu'une réduction à l'absurde. Tu peux le formuler comme ça. Si tu formules comme ça, pourquoi pas, pour le coup, pourquoi pas. Alors par contre, le truc, c'est que cette formulation, elle est valide uniquement en prenant ZF, enfin ZF, n'importe quelle théorie des ensembles qui n'a pas d'axiome de fondation. Oui, mais ça, on sait déjà, ouais, ça c'est sûr. Mais alors justement, moi la question que j'avais à poser, c'était parce que vous voulez une preuve métaphysique. Ouais. Vous voulez une preuve qui théoriquement serait vraie dans, alors je sais pas ce que vous entendez par là, n'importe quel modèle. Parce que moi perso, si tu veux, je travaille sur le sujet du monisme, le pluralisme logique. Je sais pas si tu savais. Ouais, tu m'avais parlé de ça vite fait, mais très vite fait. Bah du coup, et sur ses répercussions métaphysiques. Parce que si tu as un certain modèle de ZF dans lequel tu as l'axiome de fondation, bon bah l'argument il vient à la poubelle immédiatement. Mais du coup, est-ce que vous avez un argument en faveur de l'axiome de fondation ou pas du tout? Tu veux dire contre l'argument, contre l'axiome de fondation? Oui, pardon, contre l'argument, ouais. Oui, on a des petits trucs. Après, de toute façon, je vais garder ça de toute façon pour le débat avec Dax, mais parce que je pense qu'il va venir là-dessus. Mais oui, de toute façon, tu verras que c'est probable, très probable qu'on en discute longuement avec Dax. Mais oui, c'est un truc qu'on va traiter. De toute façon, il faudrait qu'on justifie le rejet de l'axiome de fondation pour justement faire l'argument. Ouais. Parce que sinon, effectivement, si t'opposes la. Après, c'est quoi parce que moi, on m'a proposé plusieurs problèmes si tu acceptes l'axiome de fondation. C'est quoi le problème fondamental que toi tu vois? Ah bah le problème, c'est que pour pouvoir dire que l'ensemble des contingents est contingent, je dois en particulier avoir que C appartient à C. Ouais. Donc, Et ça contredit l'axiome de fondation. Ouais. évidemment, ouais. Ouais, non, d'accord. Mais toi, tu penses, enfin, quand tu fais tes modèles, enfin tes trucs métaphysiques là, Ouais. toi, t'essayes de vérifier à chaque fois que c'est valable dans tous les modèles. Bah alors, justement, déjà, moi je préfère raisonner au premier rang. Pour une raison simple, c'est que la théorie des ensembles, déjà, c'est certaines théories du premier rang. Moi, ce que je prends, c'est des modèles plus généraux, généralement. Alors, en fait, là, pour rien te cacher, j'ai eu un semestre un peu chaud, au sens que j'ai dû vraiment enchaîner axe de la logique à fond. Le sujet non-mémoire, ça va permettre d'éclairer ça plus avant, donc pour l'instant, je suspends un peu mon jugement sur certains trucs. Moi, ce que je me contente d'étudier pour l'instant, bah, je pense que tu l'as vu dans le débat avec Messier, même si c'était un peu brouillon, parce que j'avais plein de trucs en tête, enfin, je faisais autre chose en même temps, enfin, c'est compliqué. Ouais, sur la prédication, tout ça. Ouais, en gros, l'idée que j'ai actuellement, c'est de prendre, de construire des trucs très minimaux, sur le plan ontologique, qui se fondent sur de la phénoménologie. En gros, mon truc, c'est ça. Je parle d'un truc phénoménologique, on a des justifications pour le PI, qui pour le coup sont vérifiées en sémantique du second ordre, en vertu de la correction de ce langage. Enfin, il y a des arguments, des bonnes preuves pour ça. Parce que j'ai trouvé aucune preuve qui contredisait le bordel, c'est surtout des arguments un peu informels, et j'ai trouvé pour le coup des preuves de ça, du pays. Donc je me sers de ça pour construire des trucs minimaux. Et après, sur la... comment ça s'appelle? Et après, en parallèle, j'ai regardé dans les... du coup, c'est à savoir si on a un certain langage qui est correct, bref, le débat du monisme logique. On peut dire pour l'instant c'est des raisonnements métaphysiques par procuration, comme j'aime bien le dire.
Je me dis, ah, c'est Ok, plutôt... mais ça veut dire que par exemple, Ouais. on va dire, si par exemple je te prends l'axiome de compréhension non restreint, Ouais. c'est celui qui crée plein de problèmes là. Oui. Ça veut dire que tu vas attendre d'un argument qui fonctionne aussi avec cet axiome ou pas du tout? Bah non, parce qu'en l'occurrence, cet axiome-là, il est contradictoire. Mais l'axiome de fondation, si ZF est cohérent, alors dans ce cas-là, on a un modèle qui nous montre que ZF est cohérent avec l'axiome de fondation. Ouais, donc tu voudrais soit une explication de pourquoi l'axiome de fondation est contradictoire, ce que tu n'auras pas du coup, soit une explication de pourquoi il n'est pas applicable, En fait, pourquoi il faudrait pas le prendre en compte ici. Quoi. en fait, le très gros reproche que j'ai à faire, en fait, moi, ce que j'observe dans le fond, tu vois, avec tous les débats, notamment qui avaient été faits avec le Tintu Eco, c'est que moi, je pense que c'est un des seuls points importants, et à vrai dire le seul au final, qui est important et qui a été très 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 mal présenté tout du long. Le vrai problème fondamental qu'on peut faire à la métaphysique, et je maintiens perso, je suis toujours un rationaliste dans l'âme, enfin, ça n'a pas changé là-dessus. Mais je prends au sérieux le problème, à savoir que c'est pas les antinomies de Kant, c'est rien à voir avec tout ça. C'est quel est le langage formel qui est correct. C'est-à-dire que on a des théorèmes au premier ordre qui sont vérifiés dans des théories et pas dans d'autres. On a des modèles bizarres à chaque fois qu'on peut générer par l'application de théorèmes comme le von Helmholtz par exemple. On peut générer tout un tas de trucs étranges. Et ça, pour un réaliste métaphysique comme pour des réalistes métaphysiques comme nous, c'est hyper chiant. Il faudrait qu'on Ouais, toi tu voudrais un critère général pour soit choisir le modèle, voilà. soit au moins pour trouver des preuves qui Alors, par exemple, optimisent le nombre de modèles dans lequel ça fonctionne. Par exemple, alors l'argument que je m'avais présenter, alors je m'attendais pas à faire présenter les trucs sur la théorie des modèles. En plus, alors je précise un truc, hein, c'est que dans le dernier débat qu'on a eu, je t'ai pas présenté de logique modale. En fait, je t'ai présenté de la théorie des modèles classiques parce que fallait revenir là-dessus, mais c'est pas le même traitement. Mais bon, donc on a l'argument que moi j'avais en tête pour le réalisme modal, par exemple. Moi, ce qui me séduit beaucoup dedans, c'est que c'est un argument qu'on peut qualifier de minimal. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, c'est un argument par application directe. Enfin, vraisemblablement, non, c'est un argument par application directe. Donc, c'est-à-dire que la dernière preuve, c'est une implication édime. Bon, donc c'est très bien. Et que ça montre une contradiction avec l'hypothèse qu'on avait au début, mais sans passer par une réduction à l'absurde. Donc, c'est très bien. Ça, c'est des preuves que je considère déjà un peu plus... T'aimes pas passer par des réductions absurdes à cause des problèmes de constructibilité, tout ça là? Oui, alors, complètement, complètement. Et donc, comme il ne veut pas rentrer dans les explications par en fait, je t'explique, Elias, moi j'avais faim, je t'ai demandé un sandwich, mais j'ai toujours pas de sandwich, on fait comment là? Franchement, c'est vraiment ce qui va se passer, c'est l'unique raison. Ce qui va se passer, c'est l'unique raison pour laquelle je l'ai fait monter. En plus, l'enchaînement est pas. Masterclass en vrai. Alors, en fait, la constructibilité, alors pour le coup, en l'état actuel des choses, en fait, pour le coup, c'est de manière purement vis-à-vis de l'autorité, tu vois. C'est-à-dire que les trois quarts de mes profs, c'est des constructivistes, tu vois. Je me pointe devant eux pour leur parler de constructibilité, je tremble, tu vois. De manière très très pratique, il y a bégaiement qui s'installe. Donc en fait, je me dis, je connais les arguments intuitionnistes, pour le coup, les arguments de Demet et Co, Demet et Martin Leuze. Et alors Leuze aussi, c'est qu'il y a des langages très minimaux, notamment la théorie de la récursion, qui permettent de générer des théorèmes contre le tiers exclu. Ouais, ok. C'est tout le cours. Alors là, les preuves elles sont d'une technicité remarquable, mais enfin bon, genre mes profs, notamment de théorie de la démo et de philosophie de la logique, et le plus gros intuitionniste de l'univers avait fait. C'est-à-dire que son cours de philo de la logique, en gros, c'est un cours de philo pour l'intuitionnisme, mais littéralement, hein, intitulé, ça pourrait ça. Hein. Ouais, il prêche sa paroisse, quoi. Littéralement. Par contre, en attendant, il prêche à paroisse, sauf que, au papa les enfants, on utilise la théorie de la récursion sur les fonctions, du coup, primitives récursives, puis on a une contradiction, tu vois. Je me dis, bon, donc pour l'instant, je préfère raisonner avec, si je le peux, des raisonnements minimaux, et c'est rigolo parce que dans le débat monisme-pluralisme logique, ce qui domine dans le débat, en gros, c'est le truc collapse à un moment donné dans le métalangage, et les arguments qui sont mobilisés pour dire que ça collapse, c'est sur des règles d'inférence qui sont innocentes, genre le modus ponens, donc l'élimination de l'application, et introduction du quantificateur universel. Genre ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on va ailleurs, c'est déjà d'un seul beaucoup plus compliqué, on a des contradictions entre les langages. Enfin bon, je rentre pas là-dedans, déjà je parle beaucoup là. Ok. Non, mais de toute façon, moi je vais y aller. Mais ok. Je vois le problème auquel. Du coup, Puis il y a Elia qui arrive du coup. Donc toi, ce que tu disais du coup, c'est que en gros, dans le cas des ensembles, alors du coup, la justification, c'est pas celle que tu as apportée à Jacques Le Fou, parce qu'elle-même, voilà, c'est l'hypothèse
c'est de rajouter une hypothèse qu'on Attends, réfute. excuse-moi, Fantasy, est-ce que tu peux juste répéter ce que ma mère m'a appelé? Est-ce que tu peux répéter juste? Oui, ok. Donc, juste pour que ce soit clair, Ah du coup. non, mais il est pas, il est Attends, pas pénible. les gars, Il est pas pénible. les gars. Les gars. Alors, j'ai pas précisé, mon sandwich, je le veux au poulet. Eh, pardon. Pour que ce soit clair, au poulet. Ça, Bon. ça algérienne, allez, hop, hop. Mais du coup, c'est pas donc la justification que tu as donnée, c'est pas celle que tu as faite Jack le Fou, c'est de dire en gros, on peut faire une hypothèse qui ne nous sert pas pour la preuve en elle-même, mais on a le droit d'introduire, à savoir, attends, ah non, ok, non, ok, d'accord, ok. Alors pour le coup, non, bon, je viens de comprendre. D'accord ou ok, du coup? Non, alors oui, alors. Mais ça, on appelle- ça, c'est la schizophrénie, je reconnais. Non, c'est pas ça. C'est que ce que tu rajoutes comme truc, c'est du coup, la présentation, c'est on suppose donc qu'il n'y ait pas de tout est contingent. Donc en particulier, l'ensemble doit être contingent si on monnaie qu'on n'a pas d'action de fondation. C'est ça en fait le truc. Ouais. Alors le problème, c'est que vu que la présentation de la preuve, alors ça pour le coup, je te le ferai, si tu veux, je te ferai un document LaTeX intégral pour expliquer pourquoi. C'est chiant. De toute façon, là, c'est à chiant, ce niveau-là, il c'est faudrait chiant. que je vois les Allez, trucs. on y Oui, non, va, mais c'est fait exprès, on y on s'en va. occupera après-demain, de toute façon. Non, mais c'est bon, on y va. Ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule, personnellement, et ton avis. Tu peux disposer. Non, mais c'est chiant. Vas-y, bah dis Dispose. les choses. Dispose à Vas-y, bonne dis. femme, on n'a pas demandé. Bon. Putain, non, mais c'est long. Oui, c'est bien. Dispose. Et c'est long comme le sandwich du coup. Ah, Et c'est long à putain. venir, le sandwich, effectivement. Tu rajouteras une limonade aussi. Bon, alors, en gros, le truc, c'est que il faudrait que tu présentes la preuve, mais donc j'expliquerai pourquoi ça s'appelle pas fin absurde stricto sensu, mais il faudrait que si la preuve était présentée sous une forme d'une réduction ad absurdum, là, effectivement, ça peut le faire. Mais tant que c'est pas présenté comme ça, si tu rajoutes une hypothèse comme celle-là, ça serait simplement une contradiction, si tu la rajoutes dans tes prémices. Alors, tu veux comment tu voudrais qu'elle soit formulée en tant que réduction ad absurdum, en fait? En fait, Parce que pour moi, bah après, je sais pas, nous en maths on fait comme ça, mais genre, pour présenter ce forme de réduction ad absurdum, juste tu supposes la négation de ce que tu veux démontrer et t'aboutis à une contradiction avec une de tes hypothèses ou un raisonnement absurde qui contredit les axiomes de base des maths, quoi. Mais c'est-à-dire que tu prends ton... Ce que je veux dire, c'est que la version présentée, en soi, ça serait peut-être pas si compliqué à extraire que ça, mais la version, en fait, il faut donner une version plus formelle. Mais de toute façon, je vais essayer d'en faire une dans mon document LaTeX pour le coup. Je vais faire toutes les alternatives. Pour le coup. ok, bon, écoute, tu m'en diras des nouvelles. Mais vas-y, moi je vais y aller. En tout cas, merci pour la discussion, c'était sympa. Et bonne Non, je soirée. voulais parler avec toi en plus, Von. Elia, Non, le non, sandwich, bah non, bah le non. sandwich. Puis Von Reich, Non, je voulais parler avec Von. Puis enfuis-toi. Alors, Face à Elia. du coup, on appelle ça. Je voulais parler avec Von. Ah bah fais chier. Bah je descends Oh. aussi. Bon bah je descends. Oui, personne n'a Bah, demandé. bonne soirée à Allez, tous. casse-toi. Non, je voulais Elia, parler attends, avec mais Von. elle est Ouais, vraiment bonne soirée. pour lui. Ouais les gars. Ouais, bonne soirée à tous. Ouais, dégage, allez, Par hop, contre, hop, on a hop. Tolk de Von qui a fui face à Elia, du coup. Non, mais je voulais parler avec Von. Je voulais lui poser une question. Putain de sa mère. Il est pas. Ouais, c'est bien, allez, hop, on Ouais, dégage. c'est chiant. Alors là, pour l'instant, si je fais suivre l'argument, j'ai pour tout x appartient à C, pour tout x appartenant à C, il existe un y tel que une fonction causale C de x qui va donc de l'ensemble des contingents vers eux-mêmes, donc. Ah mais non, mais oui, mais en fait, il est là le problème. Ah mais oui, mais il est là le problème. Ah bah voilà, bah j'ai trouvé en fait. Je disais bien qu'il y avait un souci par hypothèse par l'absurde. En fait, non, il peut pas tourner. Ça peut pas être tourné comme un raisonnement par l'absurde. Mais je suis débile, raison simple. Ok, écoutez bien les prémices. On suppose que le seul domaine qui existe là pour l'instant, c'est le domaine des contingents. Bon, on a donc pour tout x appartient à C. Jusque-là, tout va bien. Par définition, on donne une certaine fonction causale C, qui va donc des contingents jusqu'au contingent, parce que par hypothèse, on a que. Bon. Dans ce cas, j'obtiens, pour tout x appartenant à C, il existe un y tel que C de x est égal à y. Jusque-là, tout va bien, c'est une simple relation fonctionnelle. Bon. Ma fonction C, elle va de C dans C. Ouais. Or, on a par axiome de fondation, C Oui. appartient à C. Oui, voilà, donc... Donc la cause de C doit appartenir à elle-même à C par hypothèse 1. C'est pour Ouais, ça bah ouais, que l'argument c'est pas une ouais, je réduction à pensais- l'absurde. Je pensais justement que ça menait à ça, parce que si tu dis que tous les éléments en causent un autre et que l'ensemble c'est un élément, bah y a pas de problème à expliquer l'ensemble dans ce cas-là. Voilà. Donc en fait non, ok, oui, donc, même avec en présentant ça comme une réduction à l'absurde, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est pour ça que le raisonnement c'est pas une réduction à l'absurde pour le coup. D'un point de vue minimal, c'est pour ça que ça peut pas fonctionner. Et que la justification qu'a apportée Von Reich, vu que précisément pour les raisons que j'ai déjà mentionnées dans la discussion, elles ne sont pas suffisantes puisqu'on a un prédicat qui n'est pas défini et donc qui ne signifie rien dans le langage. Ok, bon bah c'est bon, non, oui, en fait ça marche pas du tout.
Mais pour cette raison-là. Bon, bah, je l'écrirai dans le PDF, dans le LaTeX. Au moins c'est bien parce que maintenant, je sais concrètement les deux versions possibles qu'on a de cet argument-là. Et bon. Ok. Au moins ça c'est clair parce que. Mais oui, en fait, je suis débile. C'est tout ça. Voilà pourquoi ça peut pas marcher par réduction à l'absurde.